donc à l'Iran, le fait que cet amphi est archi-comble montre évidemment, je ne suis pas étonné, l'intérêt qu'il y a pour le Moyen-Orient en général et l'Iran en particulier aujourd'hui. Je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a des personnes qui sont arrivées depuis, que nous inaugurons aujourd'hui un cycle de 3 séances sur l'Iran. Donc, première séance aujourd'hui. Ensuite, il y aura le jeudi 24 octobre, dans cet amphi, à 16h, exceptionnellement, une visioconférence avec une spécialiste de l'Iran qui sera à Paris et qui nous parlera de femmes et pouvoir en Iran. Ensuite, il y aura une 3e conférence le jeudi 7 novembre à 18h, là, comme ce soir, par Bernard Ourcade, qui est un iranologue réputé et qui parlera de la politique étrangère de l'Iran. Voilà. Donc, ça fait un petit cycle, mais d'autre part, je n'ignore pas que parmi vous, il y a des personnes qui sont allées en Iran une fois, 2 fois, donc, et qui connaissent un peu le pays, bien sûr, et même un peu ou beaucoup. D'où l'intérêt. Alors, donc, un mot sur la géographie. Bon, c'est un pays très montagneux, l'Iran. Tout le monde ne le sait pas. Et, bon, donc, très montagneux, avec des chaînes de montagnes, bon, à 4000, 5000 mètres presque. Donc, très peu de plaines, des déserts immenses, voilà. Bon, c'est tout ce que je donne comme caractéristique. C'est 3 fois la France, un peu plus, 1 600 000 km². Une population qui double presque tous les 20 ans. Hein. Bon, aujourd'hui, le dernier recensement que j'ai trouvé est en 2023, 88 millions d'habitants. Alors, parlons du passé. Dès qu'on va en Iran, hein, les Iraniens sont fiers, particulièrement fiers. Ils vous amènent tout de suite à Persépolis, etc. Et ils ont raison. Donc, la période la plus brillante historiquement, c'est celle donc d'une dynastie, celle des Achéménides, au 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, avec les 2 rois très connus, au moins leurs noms sont connus, Cyrus et Darius Ier. Alors, Darius, donc je vous le rappelle, ça se passe entre 546 et 330 avant Jésus-Christ, bien sûr, a eu le mérite d'avoir un empire immense allant du Bosphore jusqu'à l'Inde, hein, avec donc la capitale Persépolis. Il a organisé cet empire de manière très remarquable, avec des satrapies, des satrapes, des grands gouverneurs qui avaient le pouvoir. Il a créé un réseau de routes entre les 3 capitales, la Persépolis, Suse et Ecbatane. Il a créé une monnaie unique, bon, etc. Enfin, vous n'êtes pas venu pour... Et moi, je serais incapable de parler plus longtemps de cette période, que je connais très mal. Alors, donc, après les Achéménides, bien sûr, il y a eu toutes sortes d'invasions, et notamment les Arabes, donc, au 7e siècle. Et c'est à l'occasion, donc, de l'invasion arabe que les futurs Iraniens se sont convertis au chiisme. Donc c'est extrêmement important. En 2 mots, je vous rappelle comment ça s'est passé. Donc Mahomet, vous le savez, 570-632 après Jésus-Christ, bien sûr, a une fille, Fatima, et un cousin, Ali, qui épouse Fatima. Et à la mort de Mahomet, donc, Ali, qui est donc son gendre et son cousin, se proclame calife. Bon, mais Ali est assassiné, c'est une période extrêmement trouble, la succession de Mahomet, hein, c'est très compliqué et très trouble. Bon, Ali est assassiné en 661, et on voit une branche rivale, la branche qu'on appelle des Omeyyades, qui vit en Syrie, et à l'époque, un certain Muawiyah se proclame lui aussi calife en disant qu'il descend notamment d'ancêtres de Mahomet. Bon. Donc, à ce moment-là, Hussein, qui est l'un des fils d'Ali,
se proclame calife et il épouse une princesse perse. Donc, si vous voulez, déjà, il y a une rivalité entre donc Hussein en Iran, en Perse, et le Muawiyah en Syrie. Bon, cette rivalité est sanglante puisque le fils de Muawiyah, Yazid, fait assassiner Hussein. Il le fait assassiner à Kerbala, en Irak. C'est le cœur du chiisme. C'est pas en Iran, c'est en Irak, à Kerbala. Donc Hussein est assassiné par les envoyés de Yazid. Alors pour vous raconter ce que je viens de vous dire, c'est beaucoup plus compliqué, mais enfin c'est exact j'espère, mais en simplifiant. Je vous fais entendre un mollah, ce qu'il dit de cette création. Ça dure 5 minutes, mais à mon avis c'est pas mal. Ali doit attendre longtemps pour accéder au califat. Alors, bon, attendez un instant, on n'entend pas bien. Après de nombreuses batailles emportées sous la bannière de l'islam, le nouvel empire s'étend de l'Afrique du Nord à l'Iran. Ça m'agace ces problèmes techniques, hein, parce que ça marchait très bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai monté mon son. La communauté des musulmans refuse alors de choisir l'un de ses fils pour lui succéder. Ça passe quand même un peu là, ça passe pas. Dans la conclusion, Muawiyah, le gouverneur de Damas, s'empare du califat avec son fils Yazid. Et Hussein, avec Isaïe, là contre le nouveau calife. Volume. Oui, mais je veux le remettre. Alors. Il y a une interférence. Bon, écoutez, on ne va pas écouter quelque chose qu'on entend mal, mais j'avais autre chose à vous montrer, c'est quand même agaçant. Hein. Georges, où es-tu, Georges? Où il est? Non. Non, oui, il se cache. Tu vois pas ce qu'on peut faire. Bien. Là, je ne peux pas monter plus. Bon. Vous voyez Kerbala où est situé. Alors là, c'est un film pour la télévision iranienne qui a été fait, une reconstitution, bien entendu. Ça n'a pas été filmé sur le moment. On n'entend pas bien du tout. Hein. Bon. Allez, je dois la mort dans l'âme, j'y renonce. Bien. Alors, donc, le chiisme, par conséquent, c'est une scission au sein de la religion de l'islam qui se produit au moment des successions de Mahomet. Donc c'est avant tout un problème de succession. Mais très vite, il va y avoir au sein des deux religions, enfin c'est une même religion, mais au sein du chiisme, il y aura des particularités dans les pratiques notamment. Bon, on verra tout à l'heure la fête de l'Ashura qui célèbre le martyre d'Hussein, par exemple, tous les ans. On verra aussi, c'est une différence importante, chez les sunnites, il n'y a pas de clergé, pratiquement. Plutôt, disons que le rôle du clergé est minime. On pense que les choses se font entre Allah directement et les croyants. Tandis que chez les chiites, il y a un clergé important, les mollahs par exemple. Donc il y a des différences. Mais la base de la scission, ça a été ce problème de succession. Voilà. Bon. Alors, donc le chiisme devient une secte au sein de l'islam. Et il faut attendre le début du XVIe siècle, en Iran,
une nouvelle dynastie, les Safavides, qui se convertissent au chiisme. Et à partir de ce moment-là, de secte, le chiisme devient une religion d'État. Voilà. Donc, alors, sous les Safavides, c'est une période plutôt brillante, notamment il y a un souverain, un shah, particulièrement brillant, Abbas Ier, qui réorganise l'armée. C'est lui notamment qui embellit Ispahan, parce que la capitale, c'est pas Téhéran, c'est Ispahan à l'époque. Hein. Donc ceux qui sont allés savent que c'est une très belle ville. Bon, donc Abbas Ier, par conséquent, est un homme très brillant, mais ça dure pas longtemps. XVIe siècle, c'est le siècle d'or à peu près, et dès la seconde moitié du XVIIe, la dynastie se dégrade. Et au XVIIIe, une nouvelle dynastie, le fondateur vient de Turquie, donc d'origine turque, les Kadjars se mettent en place. Mais là, pour l'Iran, c'est pas pain béni, puisque les Kadjars, bon, les souverains eux-mêmes voyagent, ne s'occupent pas du tout de leur pays, et ils laissent l'empire aux mains de deux forces négatives, si je peux dire, une aristocratie féodale, hein, et un clergé, alors, très obscurantiste, ce qu'on appelle les mollahs. Donc pour l'Iran, le XIXe siècle, c'est un siècle vraiment de ténèbres, si vous voulez. Et à la fin du XIXe siècle, les deux grandes puissances du moment au Moyen-Orient, la Russie et la Grande-Bretagne, commencent à s'intéresser à l'Iran. Bon, le pétrole on va découvrir pour la première fois le pétrole en 1900, je le redirai tout à l'heure, 1905 ou 6 par là, en Iran. Mais avant, il y a d'autres richesses. Il y a le tabac, il y a le monopole donc, la Russie s'intéresse, bien sûr, par la partie nord de l'Azerbaïdjan, et la Grande-Bretagne, elle, qui s'intéresse à l'Inde, tout ça, s'intéresse plutôt au sud. Donc, assez vite, les deux puissances profitent de la désagrégation de la dynastie Kadjar pour mettre en coupe réglée l'Iran. Ceci va susciter une révolte devant cette emprise occidentale, et il y aura un parti qu'on appelle, comme en Turquie, il y a les jeunes Turcs qui vont soutenir Atatürk. Là, il y a les jeunes Iraniens qui fomentent une première révolte en 1906, une révolte donc contre le dépaissement de leur pays par la Russie et la Grande-Bretagne, et contre l'inaction totale. Et donc en 1906, ils obtiennent, ces étudiants admirateurs d'Atatürk et du mouvement nationaliste en Turquie, ces étudiants donc obtiennent au moins une constitution, pas une nouvelle, une constitution en 1906. Bon. Et à la faveur de ces troubles, un général de l'armée iranienne va prendre le pouvoir en 1921. Et ce général, donc, c'est le fondateur de la dynastie Pahlavi. Donc, le voilà en photo. Donc, lui aussi est fasciné donc, par Kemal Atatürk, le Turc. Il prend le pouvoir avec l'idée, comme Atatürk, de moderniser l'Iran, et conseillé par l'Angleterre, qui est très intéressée, il va prendre le titre de Shah en 1925. Il se proclame comme Bonaparte, donc a fondé une nouvelle dynastie chez nous. Eux fondent la dynastie des Pahlavis en 26 sous le nom de Reza Shah Pahlavi. Et celui qu'on a connu, c'est son fils. Bon, là j'avais un petit extrait à vous montrer qui est délicieux. C'est tiré de la BD de Marianne Satrapi. Je vais quand même la lancer peut-être, mais... Alors, c'est de ma faute.
Vous allez dire, j'avais qu'à préparer. Mais jusqu'à présent, ça marchait toujours, si vous voulez. Donc, dans tous ces amphis, on est plusieurs. Alors, il y en a un qui a débranché quelque chose. Et moi, je ne sais pas faire. Alors, voyons. Reza Chapalavi. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est ici. Les films. Alors voilà, vous verrez un peu les images, je commenterai un tout petit peu. Donc, dans cette BD. Le chat n'a pas été choisi par Dieu. Tout ça, c'est ce qu'ils disent. Moi, je vais te raconter comment ça s'est passé. La vérité, c'est qu'il y a 50 ans, le père du chat, qui était un grand officier, voulait renverser l'empereur Qajar pour instaurer une république. Je ferai comme un turc. Je me dé... Donc jusque-là, vous le voyez, c'est soi-disant... Vous l'avez entendu un peu. Ah bon. Pardon. Je vous ferai ce pays et je ferai une république. Mais les Anglais avaient eu vent du projet dès un jour. Oh, monsieur, pourquoi tu veux faire une république alors que tu pourrais être empereur? Quoi? Empereur? Bien sûr, c'est mieux que président. Tu auras tous les pouvoirs. Un pays comme le tien a besoin d'un homme fort comme toi à sa tête. Ce n'est pas faux. Oui, tu sais bien que le clergé est contre la République et entre nous, il n'a pas tort. Et que dois-je faire? Rien, tu nous donnes le pétrole, nous nous occuperons du reste. Tu nous donnes le pétrole, nous on s'occupera du reste. Maintenant, c'est moi le roi. Tout ce qui est à vous m'appartient. Ah, mais en fait, c'était un connard. Oui et non. C'était un dictateur, mais il a réellement modernisé l'Iran. On peut dire qu'il a mis son pays en quelque sorte. Pas comme son fils qui lui a succédé. Le roi, c'est moi maintenant. Je suis la lumière des Orients. Je ferai de ce pays le plus moderne de tous les temps. Notre peuple retrouvera sa splendeur. Oui, le père du chat a été très dur. Il a manié. Bon, donc, je crois que tout est exact dans cette petite BD. Effectivement, donc, c'est un dictateur, ça ne fait aucun doute, mais c'est un dictateur qui a tenté et réussi en partie de moderniser le pays. Je ne m'étends pas. Il s'intéresse au niveau scolaire, il s'intéresse à l'économie et surtout, il prend ses distances avec l'Angleterre et la Russie. Mais malheureusement, après avoir pris la distance avec l'Angleterre et la Russie, il se rapproche de l'Allemagne. Bon. Et voilà pourquoi, quand la Seconde Guerre mondiale éclate, eh bien, l'URSS, l'Union soviétique et la Grande-Bretagne envahissent l'Iran en 1941 pour éviter que l'Iran ne soit occupé par l'Allemagne et ne devienne une plateforme. Bon. Donc, l'Union soviétique et la Grande-Bretagne exigent l'abdication du Shah, qui s'en va, je crois, en Afrique du Sud, hein, mais l'abdication, mais en faveur de son fils qui a 22 ans. Le voilà, donc. Alors, cet avènement, c'est vraiment dans des conditions extrêmement difficiles. Bon, alors, parmi les menaces, vous avez la première menace qui est la menace communiste. Alors, dans le nord du pays, ce qu'on appelle l'Azerbaïdjan iranien, hein, il y a l'Azerbaïdjan, l'État, et puis en Iran, vous avez cette partie qui est limitrophe, un peu comme le Pays Basque, si vous voulez, espagnol et français. Alors, en 1920, l'armée rouge avait envahi une partie là, de l'Azerbaïdjan iranien, puis avait dû se retirer. Et Staline, en 1946, puisqu'il étendait comme une toile d'araignée un peu partout en Europe, là aussi, il voulait récupérer cette partie donc, de l'Iran. Mais les États-Unis s'y sont opposés, donc il a renoncé. Néanmoins, en Iran, il y a un parti communiste, le parti Toudé, qui est important, puissant chez les ouvriers.
Donc, quand on parle de dictature, c'est vrai, mais c'est quand même, moi je préfère parler déjà de despotisme éclairé, parce que il y a des partis tolérés. Par exemple, le Parti communiste est toléré, très surveillé, mais toléré. Il y a ensuite, on verra, d'autres partis comme le Front National, qui n'a rien à voir avec notre Front National, et dont on parlera tout à l'heure. Donc, la menace communiste, ce n'est plus la menace soviétique, puisque Staline y renonce, je répète, après 1946, mais à l'intérieur, il y a un parti communiste qui, comme tous les partis communistes, souhaite le grand soir, c'est-à-dire donc une révolution prolétarienne. Deuxième menace, pour le Shah, pour le jeune Shah, la menace nationaliste. Alors, le principal parti en Iran à cette époque s'appelle le Front National. Si on veut trouver une comparaison avec nos partis, ça correspond un peu au parti radical en France à cette époque, pas aujourd'hui. C'est-à-dire un parti de gauche, parti progressiste, mais pas davantage quand même, il n'est pas à l'extrême gauche. Et un des leaders de ce Front National à l'époque, c'est celui qu'on appelle le docteur Mossadegh. Alors c'est pas un docteur en médecine, c'est un docteur en droit. Mossadegh, il connaît très bien la France, il y a séjourné, c'est un homme remarquable, et surtout c'est un homme qui veut lutter pour chasser les Anglais de l'Iran. Il considère que les Anglais colonisent vraiment l'Iran, donc le but du Front National et de Mossadegh, c'est s'en prendre à cette compagnie pétrolière britannique qui fait un bénéfice fou. L'Anglo-Iranian Oil Company. C'est simple, 5 fois plus de bénéfices que le gouvernement iranien. Donc le gouvernement iranien, toute cette richesse part en Grande-Bretagne en quelque sorte. Donc Mossadegh en fait la lutte contre l'anglo-iranien un leitmotiv de son combat. Et finalement, appuyé par des factions religieuses, alors, l'ayatollah Khomeini existe déjà, il est né en 1900, donc il a 50 ans à l'époque. Mais il n'est pas le premier des ayatollahs, c'est l'ayatollah le plus important à l'époque, qui s'appelle Kashani. Bon, peu importe, les factions religieuses donc appuient Mossadegh et le Shah se sent obligé d'appeler Mossadegh comme Premier ministre. Alors il lui fait un peu la leçon, enfin il croit avant, en lui disant pour les Anglais, doucement, pas, mais Mossadegh est nommé Premier ministre le 29 avril et le 30 avril, il nationalise l'Anglo-Iranian Oil Company. Donc les Anglais doivent déguerpir immédiatement. J'avais aussi des photos d'actualité à vous montrer. C'est pas fondamental, mais c'est assez intéressant de voir les ingénieurs et leurs femmes, leurs enfants monter dans l'avion, dire au revoir, etc. C'est un peu l'affolement. Bon. Donc expulsion du personnel britannique. Et donc ça s'est passé en 51, en avril 51, et en juillet 52, le Shah, qui jusque-là faisait tout pour se débarrasser de Mossadegh, il trouve un prétexte. Lorsque le Premier ministre veut contrôler l'armée, le Shah refuse, et donc Mossadegh démissionne. Bon, donc ça fait 1 an et 4 mois à peu près qu'il était Premier ministre. 3 jours plus tard, la foule donc descend. Alors la foule, ça veut dire travailler par, bien sûr, le Front National, mais surtout les religieux. Surtout les religieux. Bon. Donc, elle descend dans la rue et exige le retour de Mossadegh. Et le Shah a peur de cette insurrection, et le 20 juillet, il renomme Mossadegh Premier ministre. Donc on était en 52 là, 20 juillet 52. Donc le 15 août 53, le Shah trouve un autre prétexte pour se débarrasser, pense-t-il, définitivement de Mossadegh. Mais Mossadegh refuse d'être démissionné, parce qu'il dit le Parlement n'a pas été consulté. Alors,
affolé, le Shah, affolé, il pense que ça y est, c'est fini pour la dynastie, et il s'enfuit à l'étranger. Je crois qu'il finira en Italie, là, un peu, bon. Mais il va revenir vite, hein. Bon. C'est moi, ça? C'est pourtant... Non, pas moi. D'accord. Donc, le Shah s'enfuit. 17 août, 21 août, émeute populaire. Cette fois-ci, fomentée par les Américains et notamment la CIA. Donc, c'est une opération qui est très connue dans la manipulation des foules, c'est l'opération Ajax. Il y a eu un film, il y a des livres qui ont été faits. Donc, pour la première fois, les Américains, parce que jusque-là, c'était les Anglais. Les Américains entrent et veulent à tout prix rétablir le Shah et faire en sorte que le pétrole, d'avoir du pétrole aussi. Retour triomphal du Shah à Téhéran. Le Shah revient, mais il revient, comme on dit, dans les fourgons de l'Amérique. Et ça ne sera jamais oublié. Et pour la population, il sera considéré avec raison comme quand même pas prisonnier des Américains, on va le voir, mais enfin très fortement tenu en laisse par les Américains. Donc je voulais vous passer des actualités. Donc première menace, la menace communiste. Deuxième menace, la menace nationaliste de Mossadegh. Troisième menace, la menace cléricale, le clergé. Alors, le clergé est hostile à la monarchie Pahlavi. Pour différentes raisons, parce que la dynastie commence à regarder un peu vers les biens du clergé, biens immenses, comme d'ailleurs la monarchie, hein, c'est vraiment l'époque féodale. Hein, il possède, je vous dis ça comme ça, mais presque la moitié de l'Iran, entre le clergé et le Shah. Donc le Shah commence un peu à regarder de ce côté. Et d'autre part, le Shah, il s'est marié avec Soraya, vous vous rappelez sans doute, vous lisiez Paris Match peut-être à l'époque, non, vous ne lisiez pas encore Paris Match, et ensuite il va la répudier puisqu'elle ne peut pas avoir d'enfant, et il épousera Faradiba, dont la nurse était française. Donc c'est notre Faradiba, dit-on, dans les milieux people de France. Donc les ayatollahs, enfin les mollahs, les religieux n'aiment pas du tout ça, c'est des femmes, vous voyez, vêtues à l'occidentale, etc., etc. Donc il y a déjà une certaine hostilité, même une hostilité certaine, du clergé vis-à-vis de la monarchie. Alors, le protectorat américain se précise, hein, donc on a vu la CIA remettre en selle le Shah, mais très vite après, il y a un ancrage économique, militaire de l'Iran dans l'orbite américaine. Donc il s'entend très bien d'abord avec Eisenhower, mais aussi avec Nixon, et également donc en 1963 avec Kennedy. Donc désormais, c'est pour ça que le lâchage par l'Amérique de l'Iran, c'est Carter qui le fera en 1979, sera quand même une opération inattendue et peut-être fâcheuse d'ailleurs. Alors, j'en viens maintenant au despotisme éclairé du Shah. Donc j'ai parlé des menaces, j'ai parlé de l'ancrage, et maintenant, alors, despotisme éclairé, vous savez, on emploie cette expression, les historiens, pour désigner un certain nombre de régimes au XVIIIe siècle, comme l'Autriche, même l'Espagne parfois, de monarques absolus, mais qui, grâce aux Lumières, c'est-à-dire aux idées nouvelles des philosophes, veulent quand même moderniser leur pays. Alors on parle de despotisme éclairé. Bon, moi j'emploie la même expression pour le Shah. Alors, dans cette idée que le Shah veut moderniser très sincèrement, hein, nous allons voir qu'il va faire beaucoup de choses, le Shah. La première priorité, il veut récupérer les richesses pétrolières. Alors tout à l'heure j'ai dit 1906, je me trompais, le premier puits de pétrole a été foré en 1908, donc en Iran. Et donc c'est l'Angleterre qui a eu le monopole de l'exploitation du pétrole. Bien.
Donc, première priorité du Shah, alors vous allez me dire, mais Mossadegh lui a fait le boulot. Oui, il a nationalisé les pétroles, mais le Shah a besoin, l'Iran a besoin quand même de gens pour exploiter le pétrole. Donc il faut revenir en arrière et faire en sorte qu'il y ait un nouvel accord, peut-être d'ailleurs un accord pas simplement avec l'Angleterre, mais avec l'Amérique, avec peut-être d'autres États occidentaux, qui exploiteront le pétrole, mais qui reverseront une part importante. Voilà ce qu'il faut faire. Bon. Deuxième priorité, réformer la société. Alors son père, le premier Shah, avait amorcé, mais amorcé à peine. Et le Shah va lancer des réformes à partir de 63. Bon, à partir de 63, il a donc répudié un an avant Soraya. Il a épousé Faradiba, qui est enceinte, enfin, qui a un enfant, donc il est assuré de la succession. Les États-Unis le soutiennent bien, donc il pense qu'il peut imposer ce qu'on va appeler la révolution blanche, par rapport à la révolution rouge, qui est la révolution voulue par les communistes. Donc le Shah dira, vous n'aurez pas besoin de faire une révolution avec les communistes, moi je vais vous faire la révolution. Alors, je vais vous citer les principales mesures. Quand je suis allé en Iran en 2001, notre guide, j'étais avec des amis, on avait une guide sympathique qui avait fait des études de français, bon, et donc très vite, bon, j'en reparlerai tout à l'heure, vous savez comment c'est, on rentre très vite en bonne relation avec le guide, tout ça. Et elle, je l'ai interrogée un peu, elle savait que j'étais prof d'histoire, et je voulais savoir ce qu'on lui avait dit de la période du Shah, si elle venait de terminer. Rien. Mais je lui ai dit, vous êtes quand même au courant de la Révolution blanche. Elle me dit, quoi? Bon, alors je lui ai expliqué, et après, j'ai détaillé les mesures que je vais détailler. Elle ignorait tout. Elle m'a demandé d'ailleurs de lui donner, parce que j'avais pris un cours que je faisais sur l'Iran, et elle a voulu le cours pour le garder. Alors, la Révolution blanche, qu'est-ce que c'est? C'est quand même très important. Le Shah va donner à plus de 2 millions de familles des terres récupérées sur les grands seigneurs, sur le clergé et également sur l'État. Mais ne pleurez pas sur le sort du Shah, il va en garder pas mal. Hein. Mais enfin, la redistribution se fait à partir des terres de la couronne, du Shah, donc, du clergé et des grands seigneurs. Donc, il y a 2 millions... bon. Là, cette photo montre, ceux qui sont allés en Iran savent qu'il y a cette espèce de galette, de pain, là, un peu. Donc, c'est une paysanne qui offre le pain au Shah. Alors, non, mais je vais vous parler davantage de la Révolution blanche, pardon. Donc, réforme agraire, partage des terres. À ces opérations de partage s'ajoute l'introduction de méthodes modernes, de moyens mécanisés de culture. Donc, notamment en Iran, c'est fondamental, puisque la sécheresse est un problème majeur, donc de l'irrigation, un système d'irrigation moderne. Bon. Banque de crédit agricole, transport pour les récoltes. Donc, il ne s'est pas contenté, si vous voulez, de donner des terres, mais il a essayé, il était conseillé, évidemment. Voilà. Ensuite, la Révolution blanche, ce n'est pas simplement la réforme agraire, c'est aussi la création des universités. Donc, il crée 22 universités. Il crée un système scolaire. Il crée 22 universités pour son malheur, puisque 15 ans plus tard, il sera renversé par les étudiants de ces universités. Donc si vous devenez Shah, ne créez jamais d'université, n'ouvrez pas d'école ni rien. Alors après, oui, ce qu'il y a d'intéressant comme idée, il fait envoyer des médecins dans les campagnes pendant le service militaire. Donc il y a les médecins, les scientifiques, les ingénieurs qui sont envoyés pour essayer d'expliquer aux paysans, parce que c'était vraiment le Moyen-Âge. D'ailleurs, aujourd'hui encore,
enfin aujourd'hui je ne sais pas, mais il y a 20 ans, quand j'y suis passé, un peu dans les campagnes, bon, il ne faut pas exagérer, mais enfin on voyait la différence avec les élites urbaines. C'était un peu comme nous peut-être, dans les années 1930, par là. Il s'occupe aussi de la décentralisation, de nommer des juges de paix dans les villages. Bon, je vous dis ça un peu. Puis une réforme de l'éducation, généralisation de la sécurité sociale. Ça allait très loin. C'est remarquable. Hein, c'est remarquable. Bon. Et ça va échouer. Troisième priorité, prendre l'Occident comme modèle. Alors, le Shah est très admiratif de l'Occident, des États-Unis notamment, où il se rend souvent, mais aussi de l'Europe, mais du Japon. Il veut faire, il disait souvent, de l'Iran le Japon du Moyen-Orient. Bon. Et donc, il est religieux, mais quand même du bout des lèvres. Hein, et ensuite, pour les tenues, Dieu sait, vous le savez, si les tenues sont importantes, notamment chez certains musulmans intégristes. Donc quand on voit les photos du Shah en combinaison pour skier, le ski nautique, etc., les pauvres femmes, j'ai mis ces deux photos, qui voient ça, bon, peut-être qu'elles ne sont pas indignées, mais enfin elles se demandent qu'est-ce que c'est que ça. Bon. Donc, c'est la volonté du Shah donc d'occidentaliser non seulement les structures, mais également les mœurs. Quatrième priorité, la puissance militaire. Alors, 10% du PNB, et ça ira un peu avant sa chute, jusqu'à 24-25% du PNB, le quart du PNB bon, plus de 50% du budget. C'est donc une armée très nombreuse, c'est une des armées les plus puissantes du monde. Je n'ai pas dit la plus puissante, évidemment. Bon, il y a la Russie, il y a surtout les États-Unis, etc. Mais l'une des plus puissantes. 400 000 hommes, 275 000 hommes, je vois qu'il y a le colonel Lavigne, donc je suis obligé de donner des détails. 275 000 hommes pour l'infanterie, pour l'armée de terre, disons, l'infanterie et l'arme blindée. 100 000 pour l'aviation, une aviation assez extraordinaire. Hein. Tous les pilotes vont s'entraîner, d'abord ils ont un matériel très moderne, vont s'entraîner aux États-Unis, le Shah pilote lui-même des avions de chasse, donc, et puis il y a une marine, il y a 25 000 marines. Matériel moderne, officiers supérieurs choyés par le Shah. Je vous dis ça parce qu'au moment où le Shah va tomber, là en 79, on se disait en France ou ailleurs, mais il ne tombera jamais, il y a l'armée, il y a l'armée. Et l'armée l'a laissé tomber complètement. Bon. Pourtant, elle avait été très avantagée. Et puis les conseillers américains, 1200 conseillers américains, aidés par plus de 7000 civils américains affectés à des tâches diverses. Donc, vous voyez, c'est une armée très, très moderne. Achat d'armes par l'Iran, en 70, 900 millions de dollars, en 77, donc 2 ans avant la chute, 10 milliards de dollars. Bon. Intégration de l'Iran dans les grandes structures de défense. Vous savez qu'il y a donc l'OTAN en 1949, l'OTAS pour l'Asie du Sud-Est, et il y a pour le Moyen-Orient, les Américains créent le pacte de Bagdad, qui est signé en 1955, où il y a la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Irak, la Turquie, le Pakistan et l'Iran. Donc l'Iran fait vraiment partie du système de défense occidental ou occidentalo-américain. Commerce entre les États-Unis et l'Iran, donc commerce civil 2 milliards, armement 8 milliards. Mais, je dois dire, donc il y a une américanisation évidente que je ne masque pas. Mais avec l'Union soviétique, le Shah a une politique habile, mais habile venant de lui et venant de l'Union soviétique, c'est-à-dire qu'il y a une entente, le parti Tudeh a dû s'engager, un peu comme Torres en 1946 avec les gaullistes, a dû s'engager de ne pas fomenter des troubles très importants, le Shah a dû s'engager de le laisser vivre, le parti Tudeh. Donc le Shah s'est surtout engagé à ce qu'il n'y ait pas de base américaine en Iran,
Bon, même si les Américains sont nombreux, il n'y a pas de base à proprement parler. Donc, l'entente avec l'URSS n'est pas une entente évidemment aussi étroite qu'avec les États-Unis, mais elle est réelle. Il y a un accord militaire et des accords économiques et financiers. Bon. Alors, voilà donc cadrer rapidement les choses. Et à partir, on va voir, à partir de 67, surtout 77 et surtout 78, les oppositions vont se déchaîner au point de renverser donc ce régime qui paraît, tel que je le décris, solide, hein, très solide. Bon, parce qu'il est despotique, certes. Bon, je n'ai pas encore parlé de la SAVAK, la police, n'ayez pas peur, je ne l'ai pas oublié, je vais en parler maintenant. Alors, je cherche avec vous, je fais défiler pourquoi les oppositions se sont déchaînées. Alors, une des causes, je mets la première là, c'est l'autoritarisme croissant du Shah. Donc, l'Iran, encore une fois, à l'époque du premier Shah et au début du second, n'était pas du tout un État démocratique tel qu'on l'entend, mais c'était un État quand même assez libéral d'un point de vue politique. Je l'ai dit tout à l'heure, il y avait des partis politiques, même d'opposition, comme le parti Tudeh, etc. Or, à partir du moment où le Shah a dû fuir, où il a eu très peur, et à partir du moment où les Américains l'ont protégé, il s'est raidi et il est devenu de plus en plus autoritaire. En particulier, il s'est appuyé sur une institution, la SAVAK, c'est-à-dire une police politique, enfin une police dépendante de l'armée, hein, avec beaucoup de moyens, certainement conseillée par les Américains, hein, et cette SAVAK donc a eu très vite une réputation terrible. Au nom, on arrête les gens, on les emprisonne, on les torture, on les élimine, donc sans aucun jugement. Il faut dire que la SAVAK aussi, donc, c'était une organisation redoutable, mais ce qu'on en sait, ce qu'on en a dit surtout, c'est les ayatollahs après qui les ont dénoncés. Tout à l'heure, je vous donnerai les victimes, par exemple. La SAVAK aurait tué 50 000 personnes, mais les chiffres sont fournis par l'ayatollah Khomeini. Bon, alors, il faut un peu tempérer. Je pense que la SAVAK n'était pas pire que la police actuelle de Khomeini. Hein. Bon, enfin, ne comparons pas les horreurs, c'était en tout cas sinistre mémoire. Seconde cause, alors là, ça vient subitement, la dégradation de la situation économique à partir des années 70. Alors, évidemment, la situation économique, je ne l'ai pas assez dit, est très liée au pétrole. Hein. Ce n'est pas le produit unique, mais c'est le produit principal, le pétrole. Bon. Alors, il y a toute une série de faits que je vais énumérer pour essayer d'expliquer pourquoi l'économie, à partir des années 70, va s'écrouler. Il y a d'abord un tremblement de terre terrible en 68, 20 000 morts. Si vous avez eu la chance de visiter Bam, là, cette cité médiévale donc, qui est au bord de l'Afghanistan, là, on voyait très bien les résultats du tremblement de terre là quand j'y suis passé. Bon, 20 000 morts, terrible. Ensuite, corruption et affairisme, comme partout. Bon. Bureaucratie dévorante, pas de commentaires. Les dépenses militaires, de plus en plus lourdes. Alors, l'inefficacité de la politique agricole, difficile à comprendre. Mais, à mon avis, ce sont les mollahs qui ont savonné la planche, si vous voulez. Les mollahs, il y en avait dans les villages, hein, dans chaque village à peu près, un peu comme nos curés, hein, alors que ce n'est pas le cas dans les pays sunnites. Bon. Et très vite, les mollahs ont été contre le Shah. D'autre part, cette politique agricole est apparue comme brutale pour ces paysans. D'un seul coup, on a voulu les faire passer de l'arère à la charrue, bon, et ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi, et encore une fois, les mollahs ne les ont pas aidés. Bon.
il y a eu aussi peut-être des maladresses, on a envoyé des ingénieurs, tout ça, peut-être dans des villages où, peut-être qu'ils sont mal passés. Systématisation de la politique d'importation et d'investissement. À un moment donné, dans les années 60, fin des années 60, le Shah achetait tout ça. C'était comme quand on va au supermarché pour faire ses courses. Il achetait usine en main à l'Occident, aux États-Unis. Il achetait parce que le pétrole, il avait l'argent du pétrole. Et ces achats ont été massifs. Massifs. Bon. Et puis le jour, on va le voir, où le pétrole le taux du pétrole a baissé et tout, eh bien, l'Iran s'est trouvé terriblement endetté. Alors, autre force, autre opposition, elle est majeure, c'est le clergé chiite qui a tué le Shah. Alors, je vous disais tout à l'heure que contrairement dans le monde sunnite, le clergé comptait beaucoup chez les chiites. Alors les clercs, on les appelle les mollahs. Et il y a 180 000 mollahs à l'époque. Donc il y a toute une hiérarchie. Il y a donc les simples clercs, ceux qui sont censés raconter le martyre d'Hussein, parce que c'est quelque chose de fondamental, le martyre d'Hussein. Donc c'est quand on est capable, c'est un peu comme l'équivalent pour les catholiques, ceux qui connaissent bien l'Évangile, l'Ancien Testament, etc., bon, ils sont capables d'évangéliser. Bon, là, ils forment les simples clercs. Après, il y a les prédicateurs, bon, allez, je vais vite, sinon. Les prédicateurs, ceux qui dirigent les prières, ceux qui guident vers Allah, les ayatollahs qui sont au-dessus, les 10 grands ayatollahs, et enfin, le premier des ayatollahs. Donc, c'est cette hiérarchie du clergé. Alors, à partir des années 70, il y a un ayatollah qui fait parler de lui de plus en plus. Il est né en 1900, je crois. En 27, il est nommé, donc c'est un religieux très pieux qui tient ça de son oncle, de son père, bon, peu importe pour nous. Et la ville religieuse en Iran, c'est Qom. Une ville où il y a des tas de couvents, tout ça. Donc, il est nommé professeur de théologie à Qom en 27. Et il va commencer donc à faire connaître ses idées. Ses idées, c'est la théocratie. C'est-à-dire, dans un pays, dans un État, eh bien, le gouvernement des hommes ne doit pas être confié à des civils, mais à des religieux. C'est Dieu avant tout, c'est Dieu qui dirige, et les religieux sont les représentants de Dieu. Bon. Alors, donc, il est à Qom. Ensuite, il fait paraître donc des ouvrages, principes politiques, qu'on a traduits depuis, évidemment, en France, pas à l'époque. Hein. Et donc, cet homme est de plus en plus hostile au Shah. C'est une haine presque personnelle, et cette haine est accrue dans les années 62-63, puisqu'il y a eu donc ils ont arraché les terres du clergé. Bon, et l'ayatollah, d'autre part, ils ont enlevé aussi au clergé le monopole de l'enseignement, des hôpitaux. C'est un peu comme en France en 89. Hein. Et l'ayatollah a compris que c'était un coup terrible, puisque les richesses foncières leur étaient enlevées, et le rôle social aussi. Donc, dans les années 62-63, l'ayatollah a décidé donc d'en finir avec le Shah. Et il a fomenté une révolte, un soulèvement populaire, en juin 63, qui a été très, très dur. Prendre action contre le Shah, soulèvement populaire, bilan 15 000 morts. Là, on tire à balles, hein, réelles, hein, etc. Hein, c'est pas des cadeaux. Hein. Et l'ayatollah va être exilé. Il est exilé d'abord en Turquie, puis ensuite
en Irak, et il restera en Irak pendant 14 ans. Et ce n'est qu'à la fin, j'y reviendrai, n'ayez pas peur, que M. Giscard d'Estaing le fera venir à Nofle-le-Château. Bon, mais c'est en Irak, mais je répète, l'Irak, c'est le territoire sacré pour les chiites, hein, c'est Kerbala, etc. Donc c'est un exil, mais un exil doré en quelque sorte. Donc oui, au cas où vous ne le verriez pas, j'ai fait des flèches, Téhéran, Ankara, et là, oui, il vit à Nadjaf. Voilà, des écrits encore, notamment le manifeste, c'est un cours qu'il a fait en 69, son testament, soi-disant. Et j'ai mis cela parce que le clergé est particulièrement influent, c'est un peu normal, auprès des petits paysans et du sous-prolétariat urbain. Les petits paysans, parce que ce sont eux qui ont le moins profité de la réforme agraire. Comme toujours, c'est des gens qui avaient déjà des terres, un peu, des paysans moyens ou riches, qui vont profiter de la réforme. Donc, les petits paysans se sentiront à l'écart et donc vont être plus facilement manipulés par les mollahs. Le sous-prolétariat urbain, c'est parce que j'ai dit que la population donc doublait tous les 20 ans, mais bien sûr c'est un exode rural vers les villes. Donc il arrive, un peu comme en Chine, tous les jours un sous-prolétariat qui n'a rien pour manger, qui sait pas, et ce sont les mosquées qui les accueillent. Les mosquées, c'est des centres sociaux, c'est des centres qui les accueillent moralement, économiquement aussi. Donc, quand l'ayatollah Khomeini veut fomenter cette révolte populaire, il peut s'appuyer sans peine, dans les campagnes comme dans les villes, sur ce prolétariat. C'est le début où il enregistre des cassettes, des cassettes audio, qui sont distribuées dans tout l'Iran, et la doctrine de l'ayatollah Khomeini se répand beaucoup ainsi. Et ça va devenir de plus en plus fréquent. Ces cassettes seront multipliées, notamment en 1978, où il pourra donner des mots d'ordre pratiquement. Il n'y a pas Internet à l'époque, mais il y a ces cassettes. Et dans ces cassettes, si on les écoutait, bon, et si on connaissait le perse, eh bien, il dit, c'est simple, hein, adorer le Shah, c'est être tueur, c'est être pilleur, c'est être violeur. Bon. Et il n'y a rien de pire pour déstabiliser la monarchie qu'un religieux aussi respecté, réputé, mais disent les choses ainsi. Il est mort, le Shah, déjà. Il est mort. Donc, de Nadjaf, il part donc à Nofle-le-Château, mais simplement en 1978. Donc, il restera que quelques mois, un an à peine, à Nofle-le-Château. Nofle-le-Château se situe dans la banlieue parisienne. Vous devez le savoir, j'y suis allé pour la première fois il n'y a pas longtemps. Mais il n'y a pas de quoi visiter. Le voilà, à Nofle-le-Château. Bon. Et à l'époque, arrêtons-nous un tout petit instant, il n'est que 10 heures du soir, non, 7h moins 5, rassurez-vous. Des gens comme Giscard, donc d'Estaing, un homme donc de droite, et l'ensemble de la population, l'ensemble, tous ces gens, et moi comme tout le monde, sont persuadés que l'ayatollah Khomeini, c'est le progrès, c'est l'homme des Lumières par rapport au Shah, avec sa savate, sa police et tout ça. Donc on est très favorable, c'est un sage. Voilà comment on le considère. Pour vous dire si on est capable de se tromper, mais du tout au tout, hein, du tout au tout. Bien. Alors les autres forces d'opposition, en dehors du clergé, il y a, mais ce n'est pas aussi fort, les bazaris qu'on appelle. Vous savez, il y a ces souks qui font notre joie de touristes, qu'on appelle les bazars. Donc, les bazars sont très beaux, notamment à Ispahan, à Téhéran, je ne me rappelle plus, vous voyez, mais bon, et dans les villes. Et ils sont tenus, les boutiques qui sont tenues donc par des gens qu'on appelle les bazaris, qui sont commerçants, petits commerçants, un peu comme à Lourdes, les gens, bon, mais un peu comme à Lourdes aussi d'ailleurs,
certains fabriquent les produits qu'ils vendent, donc petits artisans et commerçants. C'est pas des gens riches, c'est, on va dire, la petite bourgeoisie, classe moyenne, mais ils sont traditionalistes, ils n'apprécient pas la révolution blanche, là, l'américanisation des mœurs, ils sont donc ils seront facilement aux côtés de l'ayatollah. Les étudiants et la jeunesse. Bon, les étudiants et la jeunesse aussi, parce que c'est surtout dans les villes, donc profitent de l'effort de scolarisation et de l'effort universitaire, et très vite, ils vont être contestataires de ce régime autoritaire. Et vers 1965, se crée un mouvement étudiant qui va se scinder très vite en deux, qui va être démantelé par la SAVAK, scindé en deux. Alors, un groupe qu'on appelle les Fédayines du peuple, qui est un groupe marxiste-léniniste, donc classique. Et un autre groupe plus intéressant, les Moudjahidines du peuple, qui essayent de concilier le Coran, l'islam et le marxisme. J'ai oublié de vous dire que j'ai beaucoup utilisé pour faire cette petite mise au point, comment il s'appelle, le français, je me suis dit, voyez, je me fais peur. Je me suis dit, tu vas oublier le nom. Et j'ai oublié le nom. Vous le connaissez. Bon, ça va me revenir. Et il explique très bien, il analyse ce mouvement qui veut être à la fois l'islam, qui veut concilier islam et marxiste. Bon, alors, ces mouvements sont contre le Shah. Enfin, il y a les notables, c'est-à-dire la bourgeoisie. La bourgeoisie qui appartient souvent au seul parti désormais autorisé officiellement par le Shah, qui est le Front National, dont j'ai parlé tout à l'heure à propos de Mossadegh. Alors, dans ce parti, il y a deux branches. Il y a la branche social-démocrate, qui est, social-démocratie à l'occidentale, et pas du tout religieuse. On verra, c'est le parti Iran. Tout à l'heure, je vous parlerai de Shapour Bakhtia, qui a été nommé par le Shah lorsqu'il partait en exil, mais qui n'est resté qu'un mois et demi. Et après, il y a une autre branche politico-religieuse qu'on appelle le mouvement de libération de l'Iran, qui est aussi pour une réforme. Les deux sont contre le régime du Shah, désormais, qui est trop autoritaire. Les deux branches. Mais il y en a une, à droite, là, la branche politico-religieuse, qui accepte quand même de concilier les réformes qu'il faut faire avec un pouvoir aux ayatollahs. Et c'est Mehdi Bazargan, qui est quelqu'un de très bien aussi, qui sera Premier ministre de l'ayatollah Khomeini à son retour. Donc il y a les notables. Alors, arrivons à la chute du Shah, qui va se produire très exactement entre 77, surtout en 78. C'est l'année. Alors, en 77, c'est une contestation générale, la contestation des intellectuels. Elle est soft. C'est des lettres ouvertes dans un journal. On demande poliment à Sa Majesté de faire quelques réformes. C'est la Ligue des avocats qui demande aussi quelques réformes. Donc c'est pas du tout violent, mais ça montre quand même qu'il y a un mécontentement donc, chez les notables. Les étudiants, eux, commencent à manifester d'une manière un peu plus forte en 77, notamment lorsque le Shah se rend un voyage aux États-Unis, et pendant ce temps, donc, les universités commencent à devenir plus brillantes. Mais tout va se passer en 78. Alors, c'est Gilles Kepel qui me manquait, hein, voilà. Donc moi, je suis un consommateur sans du tout réserve de Gilles Kepel. Bon. Alors,
ce que je vous dis là, je l'ai dit, heureusement d'ailleurs, si c'était de moi, je ne suis pas... mais c'est dans Gilles Kepel que j'ai trouvé cette idée que j'ai reprise, parce que je la trouve très bien. Bien, Khomeini va réussir à unifier cette opposition très disparate, vous allez voir. Donc, la jeunesse étudiante, les commerçants bazaris, les notables du Front National, la classe ouvrière qui appartient au Parti communiste Toudé clandestinement, le prolétariat urbain et même la paysannerie. En un an, cet ange, ce sage, va arriver à faire le lien avec cela. Et une fois au pouvoir, je ne devrais pas vous le dire pour ménager le suspense, mais je vous le dirai tout à l'heure, il va, comme on tranche du saucisson, vous savez, en rondelles, là, eh bien, il va reprendre toutes ses oppositions et il va les jeter. Et il restera seul. Mais là, en 78, il va utiliser tout le monde. C'est un génie. Alors, 78, je vais quand même aller assez vite parce que il y a toute une série d'émeutes. Bon, ça commence à Qom, la ville religieuse qui est pas loin au sud de Téhéran. Donc à Qom, je vous dis simplement pour Qom, parce que c'est tellement ahurissant le prétexte, dans un article de journal du 7 janvier, le ministre de l'Information accuse l'ayatollah Khomeini, qui est en exil en Irak, de ne pas être iranien et d'être un homosexuel à la solde des Britanniques. Et donc, immédiatement, les partisans manifestent leur indignation à Qom, la ville sainte, et incendient des édifices. Intervention de la police, des morts, au moins une soixantaine de morts. C'est le début des émeutes. Chez les chiites, il y a un deuil qui se fait automatiquement tous les 40 jours. Enfin, après 40 jours des obsèques, il y a à nouveau une cérémonie religieuse. Bon. Donc, ça va rythmer, pas toujours, mais souvent, les émeutes. Donc, 40 jours après, le 18 février 78, il y a tout à fait au nord, en Azerbaïdjan iranien, à Tabriz, une autre émeute. Pour la première fois, ce qui est important, les émeutiers crient « Abat le Shah ». Bon, il y a de nouvelles victimes, un nouveau deuil qui va se préparer. Au mois d'août, alors là, il y a des troubles dans plusieurs grandes villes. J'ai mis des points noirs. D'abord à Ispahan, manifestation qui aurait créé la mort d'une centaine de personnes. Hein. Encore une fois, c'est l'armée qu'on envoie et qui tire à balles réelles. La loi martiale est instaurée. Les troubles s'étendent aussitôt à plusieurs villes. Shiraz, on en parlait de Shiraz, parce que c'est de là qu'ils enverraient peut-être une bombe atomique sur Israël, paraît-il. Donc Shiraz, Ahwaz, Abadan. Et à Abadan notamment, il y a un incendie volontaire d'un cinéma qui provoque la mort de 477 personnes, presque 500 personnes. Bon. Bien sûr, les autorités en imputent la responsabilité aux éléments subversifs. Bien. On continue. 4-6 septembre, alors ce qu'on appelle le vendredi noir. J'ai fait exprès de mettre, c'est un enfantin, mais de mettre la silhouette de Khomeini, parce que derrière, il y a Khomeini, ses cassettes, ses cartes, c'est très bien organisé. Hein, c'est pas, les gens ne sortent pas dans la rue, ne vont pas se faire tuer comme ça. Hein, bon. Donc le vendredi 8 septembre, d'abord le 4 septembre, 4 jours avant, il y a plus de 200 000 manifestants qui défilent dans le centre de Téhéran. Hein, et qui essayent, c'est un mot d'ordre, de lancer une campagne de fraternisation avec les soldats. Ils leur disent « Frères soldats, ne tuez pas vos frères ». Bon. Et cette manifestation commence à réclamer le retour de Khomeini. Bon. 4 jours plus tard, le vendredi 8 septembre, le gouvernement a proclamé la loi martiale pour 6 mois dans 12 villes d'Iran, dont la capitale. Donc ça interdit toute manifestation. Néanmoins, vers midi, plusieurs milliers d'étudiants assis par terre
avenue Chabad, c'est l'avenue principale, une des avenues principales de Téhéran, qui font face à l'armée et en disant ne tirez pas. L'armée tire dans le tas, il y a 86 morts immédiatement, 2000 selon l'opposition. On arrête des dirigeants, et nous sommes donc au mois de septembre, et Carter et Sadat en Égypte, Carter aux États-Unis, commencent à lâcher le Shah et à exprimer ils expriment encore un peu leur soutien au Shah, mais on sent qu'ils sont prêts à le lâcher. 5 novembre, dimanche rouge, la situation n'a cessé de se dégrader. Il y a des grèves partout, le pays s'est arrêté de vivre normalement. L'armée fait encore feu sur les étudiants, donc des morts, des banques, des hôtels sont saccagés, la statue du Shah à l'entrée de l'université est renversée, l'armée abandonne la ville à la foule, gagne les quartiers résidentiels, la population surexcitée par les mollahs met à sac tout ce qui symbolise l'Occident et l'impérialisme. Donc le Shah veut mettre en place un gouvernement militaire, ça ne dure pas, et enfin, le 10 et le 11 décembre, ça correspond aux fêtes de l'Achoura. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les chiites, l'Achoura, c'est la grande fête annuelle qui rappelle le martyre d'Hussein. Et c'est à cette occasion, vous avez dû voir des images, qu'ils se frappent ils se fouettent jusqu'au sang, là, etc. Donc, c'est une fête religieuse, sacrée, et à cette occasion, donc, à l'appel des mollahs, tous les mouvements d'opposition, les représentants du bazar, 2 millions de personnes défilent au cri de Dieu est le plus grand, mort au Shah, Khomeini, tu es le chef combattant des hommes libres. Et voilà. Donc les choses se précisent. Le Shah va partir donc le 16 janvier. Auparavant, il a demandé à Shapur Bakhtiar, donc Shapur Bakhtiar, c'était le leader du mouvement du Front National, là, celui qui était pas pour les religieux, pour la social-démocratie. Il a été élevé en France, c'est un homme très cultivé, très honnête aussi, qui sous-estime la difficulté. Il croit encore que lui, nommé par le Shah, va pouvoir mettre de l'ordre, et il ne peut pas, bien sûr, et donc le Shah part, 16 janvier, il part pour l'Égypte d'abord, puis le Maroc, les Bahamas, le Mexique, les États-Unis, Panama, l'Égypte, et il mourra d'un cancer. Et le 1er février, retour triomphal dans un avion d'Air France, donc de Khomeini, qui prend le pouvoir comme chef de la révolution en Iran. Alors, vous vous dites, ouf, il a fini. Non, parce que j'ai fini de traiter ce que je voulais traiter, mais je ne sais pas exactement ce que vont faire les iranologues, les spécialistes, et je veux faire un petit raccord là avec la suite, si vous voulez, avec le régime, mais ça va durer un quart d'heure, n'ayez pas peur, pas plus. Bon. Alors, la mise en place d'une théocratie islamiste, parce que ça, il faut le savoir, à mon avis. Il faut l'avoir en tête. Vous l'avez su, mais vous l'avez peut-être oublié. Bon. Alors, Khomeini, il arrive. Et il va confisquer le pouvoir, très vite. Il va commencer par éliminer, je parlais tout à l'heure de la comparaison avec le saucisson, il va commencer par éliminer les notables. Bon. Alors, sa tactique était relativement simple. Il nomme d'abord les gens qu'il veut éliminer. Il les nomme comme Premier ministre. Puis, ils ne font pas bien sûr ce qu'il veut, et il les met dehors, et ensuite, il en profite pour se débarrasser de tous les partisans. Ça paraît simpliste, ça réussit, vous allez le voir. Donc, élimination des notables, c'est la première des choses, 79-80. Donc, Shapur Bakhtiar, c'est le Premier ministre nommé par le Shah, il le met dehors immédiatement, il ne veut pas le voir, c'est un suppôt du Shah. Ce qui est vrai et pas vrai, puisqu'il fait partie quand même de l'opposition. Bon, Shapur Bakhtiar, c'est fini. Et il nomme aussitôt Mehdi Bazargan comme Premier ministre,
qui est le représentant de la branche donc, du Front National, qui est à la fois social-démocrate, mais qui veut faire la part aux religieux. Bon. C'est quelqu'un de bien, Mehdi Bazargan. Hein. Pardon. Vous voyez, les pianistes, ils ont souvent quelqu'un, les grands pianistes, qui leur tourne les pages. Je me demande si je ne devrais pas créer ça pour les premiers. Alors, Beni Sadr. Bon, comme je vais aller très vite, voici les mesures qui sont prises pendant le gouvernement de Mehdi Bazargan. Alors vous allez me dire, il est Premier ministre, c'est lui qui prend les mesures. Non, il y a des mesures qu'il prend et dans d'autres mesures qui sont prises directement par l'ayatollah. Alors, je les ai classées en deux, les mesures. Les mesures que je considère comme positives et les mesures négatives. Certes, c'est contestable. Alors, les mesures positives, je veux dire que l'ayatollah a voulu au départ remercier les classes qu'il avait soutenues. Et donc, il a doublé les salaires, on ne pourra plus licencier les ouvriers, on verse des subsides aux paysans. Donc tout ceci est positif, ça ne fait aucun doute. Bon. Mais, en même temps, il impose à Bazargan, le Premier ministre, le rétablissement de la charia. Bon, la charia, c'est tout un ensemble. J'ai mis, là, uniquement, puisque je sais qu'il y a des buveurs d'alcool parmi vous, j'ai mis fouet pour les buveurs d'alcool et les coupables d'adultère. On n'envisage pas cela. Alors, ensuite, abolition de la loi sur la famille. Cette loi sur la famille faisait partie des mesures de la Révolution blanche qui défendaient la femme contre la polygamie, la répudiation. Abolition de cela. Bon. Donc ça sent déjà. Ensuite, élection, on verra sous quelles conditions, d'une assemblée des experts qui sont chargés de rédiger la Constitution. Alors, cette élection est faite sur les conseils de l'ayatollah Khomeini. Donc, il y a une nouvelle Constitution qui est faite par cette assemblée des experts, qui sont nommés en grande partie par l'ayatollah, et qui, bien sûr, cette nouvelle Constitution donne les pouvoirs ultimes au guide. En même temps, il y a l'ambassade des États-Unis qui est prise d'assaut par des roménistes, on va dire, prise d'otages, ça va durer donc plus d'un an, 444 jours. Mettez-vous à la place du Premier ministre. On lui fait entériner des mesures qui ne sont pas du tout le rétablissement de la charia de lui. Ensuite, sur le plan international, la prise d'ambassade, c'est quelque chose qui descend complètement un pays. Hein. Donc pour le Premier ministre, il n'a plus aucune autorité sur un plan international. Donc, que fait Bazargan? Eh bien, il s'en va. Voici comme tous les touristes de l'époque, en tout cas, on allait voir l'ambassade des États-Unis avec un mur décoré magnifiquement par des fresques, voilà, sur la guerre Irak-Iran, sur le rôle des États-Unis. Donc, il s'est débarrassé, si vous voulez, du Front National en entier, puisqu'il a mis de côté les deux leaders et tout. Donc le Front National n'a plus droit à quoi que ce soit. Alors, il va s'occuper maintenant de la jeunesse étudiante et de la classe ouvrière. On va dire des forces de gauche un petit peu. Alors, il fait appel à Beni Sadr. Beni Sadr, c'est un homme tout à fait respectable, défenseur des droits de l'homme, qui est opposé à la guerre contre l'Iran, mais c'est un homme, on va dire, un représentant de la gauche islamiste. Donc, tout à l'heure, je disais que Bazargan, il essayait d'allier dans la social-démocratie et puis quand même le pouvoir des religieux. Là, quand même, on donne de plus en plus de pouvoir aux religieux. C'est pour ça que l'ayatollah l'a choisi comme Premier ministre. Bon, il y a très vite une guerre d'usure qui se fait, un peu sur le modèle de Bazargan, entre l'ayatollah Khomeini et Beni Sadr, qui finalement est destitué en 1981. Donc, à ce moment-là, les moudjahidines du peuple, c'était ceux qui voulaient concilier marxisme et islam. Bon, ces étudiants qui sont très virulents
l'année 82, c'est l'année la plus terrible pour l'Iran, hein, tellement il y a des révoltes qui sont matées par la nouvelle police donc, de l'ayatollah. Donc les moudjahidines qui sentent que la révolution leur échappe s'en prennent à Khomeini. Et Khomeini riposte par une répression féroce. Donc, on ajoute, il y a les communistes qui restaient. Eh bien, on voit apparaître en 83 la télévision iranienne, les représentants du parti Toudé qui disent « Oui, on reconnaît que l'islam est bien supérieur au marxisme et que nous sommes des espions à la solde des soviétiques. » Vous voyez que ça rappelle les pires procédés fabriqués. Donc, en 83, Khomeini s'est débarrassé officiellement de toute la gauche, si vous voulez, depuis les moudjahidines jusqu'aux communistes. Il lui reste, si je peux dire, le prolétariat urbain et la paysannerie. Alors là, et c'est là que Gilles Kepel est génial. Gilles Kepel nous dit, eh bien, il va instrumentaliser ses forces. Ces gens-là sont désormais, ils n'ont plus de chef, puisque le Parti communiste, on les a. Donc ils sont un peu à la merci, ils sont déboussolés. Eh bien, on va leur trouver quelque chose qui va les occuper bien. C'est la guerre contre l'Irak. Alors, la guerre contre l'Irak, elle n'est pas voulue par l'Iran, elle est voulue par Saddam Hussein en Irak. Elle est déclenchée en 81. Le prétexte, ce sont des territoires là qui sont réclamés à la fois par l'Irak et l'Iran. C'est surtout des territoires pleins de pétrole. Hein. Et puis c'est surtout que Saddam Hussein a peur que si Khomeini s'installe en Iran, la minorité chiite qui est très nombreuse en Irak prenne de l'importance alors que lui représente le sunnisme. Donc pour toutes ces raisons, Saddam Hussein se lance dans une guerre contre l'Iran. Et Khomeini va en profiter pour en faire une guerre religieuse. De même que Hussein, ça n'a aucun rapport, mais enfin il va dire, de même que Hussein s'est sacrifié, vous les jeunes prolétaires des villes, des campagnes, vous allez être mobilisés et vous allez vous sacrifier. Vous allez être des martyrs. Hein, et on va vous célébrer comme des martyrs. Et effectivement, d'abord je vous lis un extrait de Gilles Kepel. En mourant sur le front, dans les corps de volontaires mal entraînés qui étaient une proie aisée pour les militaires irakiens, des centaines de milliers de jeunes sans-culottes, parmi les plus actifs et les plus motivés, donnèrent leur vie pour la patrie et la révolution, tandis que des millions de leurs camarades croupissaient dans les tranchées. Ces soldats de l'an 2 de la République islamique disparurent ainsi de la scène politique intérieure, enlevant toute capacité d'action spécifique à la jeunesse urbaine pauvre. Il était tranquille, Khomeini, désormais. Il y avait des martyrs qu'on allait célébrer et il n'y avait plus d'opposition. C'est incroyable, c'est machiavélique, c'est impensable. Et alors, tous ceux qui sont allés en Iran, vous avez été bien sûr frappés comme moi. Bon, nous avons des monuments aux morts sur toutes les places de nos villages. Là, ce n'est pas des monuments, mais au centre des villes et des villages, vous avez des tombes de martyrs, donc avec les noms, les photos, etc. Et vous avez des fresques, toutes c'est les photos que j'ai prises là-bas, sur des immeubles qui représentent de manière très réaliste cet homme qui a été amputé donc à la guerre. C'est un martyr de la Révolution. Ici, à l'entrée ça c'est à l'entrée d'une ville. Comme il y a tant des publicités chez nous, ben là, il y a représenté l'ayatollah local avec 8 victimes. Donc c'est cette victimisation, c'est lancinant, si vous voulez, ça accentue le puritanisme de la religion, c'est des deuils permanents, des célébrations. En même temps, le régime, comme le fait Poutine, il donne des pensions. Donc la guerre devient je ne sais pas comment vous dire, un business presque qui permet de tenir les classes populaires. Alors, le système théocratique, je vais vous dire un mot du système politique, il faut le connaître. Alors, la nouvelle Constitution, donc, on vous l'a décrit, il y a un président de la République et il y a un Parlement, le Majlis.
élus au suffrage universel tous les 4 ans. Donc, vous pourriez dire, et alors, qu'est-ce que vous avez? C'est un système démocratique. Attendez, j'ai pas fini. Parallèlement, il y a les structures islamistes. C'était un peu pareil, vous savez, en Union soviétique, vous aviez les structures démocratiques, populaires, et à côté les structures du parti. Et c'est toujours le parti qui l'emportait sur l'État. Là, c'est pareil. Structure islamiste. Alors, il y a d'abord une assemblée des experts, j'en ai parlé tout à l'heure, élus tous les 8 ans. Alors, élus tous les 8 ans au suffrage universel, je suis d'accord. Mais les candidats sont choisis en grande partie par les mollahs et les ayatollahs. Les ayatollahs, pas les pauvres mollahs. Ensuite, principal élément des structures islamistes, le guide de la révolution. Alors, c'est l'assemblée des experts, qui elle-même, je répète, a été choisie quand même en partie, les candidats par les ayatollahs, qui élit et qui destitue le guide de la révolution. C'est, comme diraient nos jeunes, c'est le must, le guide de la révolution. Il peut modifier n'importe quel texte de loi et il ratifie l'élection du président de la République. Alors, le président de la République qui a été élu au suffrage universel, s'il ne plaît pas à l'ayatollah, hop, on peut le renvoyer. Bon, pas fini. C'est une usine à gaz, comme on dit, vous allez voir. Il y a un conseil des gardiens de la Constitution qui est formé de 12 membres, 6 nommés par l'ayatollah, pardon, je montre et vous voyez rien, 6 nommés par l'ayatollah et 6 élus par le Parlement. Alors, ce conseil des gardiens de la Révolution ratifie ou non les lois votées par le Parlement. Donc, si les lois ne plaisent pas, on ne les ratifie pas. Hein, donc, voilà. Ensuite, c'est ce conseil des gardiens de la Constitution qui habilite les candidats aux élections. Donc, je peux vous dire, oui, élus au suffrage universel, on dit, oh, bravo. Oui, mais les candidats sont habilités uniquement par les ayatollahs. Donc, vous voyez comment c'est. Alors, il y a eu aussi, en 1998, ils ont rajouté un conseil de discernement de l'intérêt supérieur du régime. Je n'ai pas très bien compris à quoi ça sert, mais ça sert à surveiller le Parlement. Alors, je vous rappelle les noms simplement, mais Khomeini, donc, qui meurt 10 ans plus tard, en 1989, qui est remplacé par le guide actuel, qui règne donc depuis 35 ans, hein, c'est-à-dire Ali Khamenei, Khamenei, comme vous voulez, je ne sais pas comment il faut dire. Donc, et à l'État, donc il y a des présidents de la République qui ont été élus, et depuis le début de l'année, c'est donc ce Massoud Pezeshkian, qui je crois est un chirurgien dans la vie civile. Si vous voulez, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir un réformateur ici, du moment que vous avez des ultra-conservateurs là-bas. Bon, d'autre part, je veux vous dire aussi que il y a non seulement donc, dans la Constitution des structures vraiment de l'islam et de l'État, pareil pour le reste. Il y a 2 armées, si vous voulez. Vous avez les fameux Pasdaran, c'est l'armée islamiste. C'est ceux qui sont les mieux payés, les mieux armés et les plus dangereux, les Pasdaran. Mais vous avez aussi, on n'en parle jamais, l'Artech qui est une armée, qui est l'armée officielle d'État. Vous avez 2 justices, tribunaux islamiques, tribunaux civils. Dans le film, il faisait partie des tribunaux civils, mais les tribunaux civils sont quand même sous la coupe des religieux. Hein. Tout est sous la coupe des religieux. 2 administrations, police et sécurité aussi. Bon, je vais vous dire un mot simplement, là, 5 minutes. L'après-roménisme, grave problème socio-économique, d'abord la population qui a augmenté de 20 millions, fluctuation de l'économie, l'âge d'or, ça a été là, au moment du Shah de 63 à 72, c'est là qu'on achetait tout, le pétrole rendait magnifiquement, puis il y a eu des crises pétrolières, en dents de scie, et finalement, donc, l'économie est quand même assez basse. Et on peut espérer que peut-être ces difficultés économiques aideront à faire couler le régime. Problème socio-économique de l'Iran, un secteur économique dominant le pétrole, 3/4 des revenus, donc si le pétrole va mal, tout va mal, c'est comme en Algérie. Un secteur informel en extension, détournement en partie des islamistes, les Pasdaran qui possèdent, c'est pas simplement une armée, mais ils possèdent des industries entières, etc., hein, les Pasdaran. Corruption, dette extérieure importante, le chômage,
la pauvreté. Lente évolution du système politique, bon, j'ai fait ce schéma sous le Shah. Bon, vous avez une société civile qui est avec un clergé à l'intérieur, puissant, et puis après le Shah, donc, qui dirige l'ensemble. Mais le schéma est simpliste, mais n'est pas faux à mon avis. Je laisse, on voit que donc, quand on regarde la société iranienne à l'époque du Shah, bon, le Shah occupe l'essentiel, mais il y a quand même une société civile qui est une société religieuse, représentée par le clergé, et il y a aussi un embryon en jaune de société civile. Venons-en à l'époque de Khomeini. Donc, lui, Khomeini occupe tout. Société civile, il reste très peu de choses, et l'État aussi. Je donne... alors, chez les religieux, on a coutume de dire, il y a les ultra-conservateurs et il y a les modérés. C'est possible. Mais on n'en sait pas grand-chose. Et puis, il y a l'embryon de la société civile. Autrement dit, actuellement, on peut dire, il y a donc les ultra-conservateurs qui dirigent tout, puis il y a une zone de plus ou moins modérée, et il y a un embryon de société civile. Alors, j'explique pour la société civile, là. J'imagine, vous voyez, un sous-sol et un sol. Donc, le sol, c'est ce que je viens de décrire. Les ultra-conservateurs au centre, des réformateurs et la société civile. La société civile, elle est plutôt souterraine. Elle est formée par la jeunesse, une grande partie des femmes, surtout dans les villes, hein, et qui écoutent. Je vous donne un exemple. En 2001, quand j'ai visité, par exemple, donc on avait un très grand bus pour nous seuls. On était 8 amis qui visitions ensemble. Ils avaient compris au départ, l'agence, qu'on était 35. Donc on a eu un bus de 35 personnes. Bon, moi j'avais établi pour ma sieste au fond du bus, tout ça. Bon, alors on partait en bus. Dès qu'on s'est mieux connus avec la guide. Il y avait la guide pour nous, pour les 8, plus le chauffeur et un jeune de 15 ou 16 ans qui était là pour aider le chauffeur. Alors, la guide disait, allez, on s'en va se promener. On montait, elle faisait tirer tous les rideaux du bus. Hein. Puis, elle jetait son voile, comme ça, elle enlevait son voile, elle prenait le micro, et elle se mettait à chanter, etc., tout ça. Nous, on en était un peu baba. Ensuite, à la fin, tout à fait, le chauffeur du car, avec qui on avait sympathisé, a dit « Venez chez moi ». Bon, alors on est allé, c'était un appartement presque luxueux, hein, et il avait la télévision. Et alors on lui a demandé les chaînes, il avait presque toutes les chaînes, mais c'était interdit à l'époque. Alors il nous a expliqué qu'il avait fabriqué avec un ami, vous savez, c'est relativement facile de fabriquer un satellite, et il avait toutes les chaînes. Donc, c'est pour ça que je vous montre cette société civile souterraine, elle est très importante. Mais pour qu'elle sorte de sous terre, il faudra des choses que je ne peux pas envisager. Voilà. Donc un mouvement vert qui s'exerce. Et ce qui a, je termine vraiment par ça, l'affirmation de l'Iran comme grande puissance. Bon, d'abord, la longue marche vers l'arme nucléaire, là je passe, tout ça, on en a beaucoup parlé, c'est très dangereux. Ensuite, ce que je veux dire, c'est la progression de l'influence iranienne en Irak, ça c'est fondamental. Hein. Il considère, vous voyez, c'est un ancien ministre du renseignement iranien, Bagdad est notre capitale, le centre de notre culture et de notre identité, aujourd'hui comme par le passé. Alors en Irak, vous avez 18% de sunnites, et Saddam Hussein s'appuyait sur cette minorité sunnite, mais vous aviez 55% de chiites. Hein. Bon. Et depuis qu'en Iran, donc il y a l'ayatollah, évidemment, les chiites là ont pris beaucoup d'importance. Donc il y a une influence politique iranienne en Irak très importante, je n'ai pas le temps de vous la décrire, il y a un parti islamique irakien mais qui dépend de l'Iran. Ensuite, il y a, sur le plan militaire, il y a, alors vous dites, influence économique iranienne dominante, toujours en Irak, et toujours en Irak. Bon. Donc en Irak. Au Liban, pareil. Au Liban, il y a 27% de chiites, pas plus. Hein. Bon. Mais l'Iran a mis sa main sur ces chiites
a formé donc en 1982 un groupe qui est à la fois un parti politique qui siège au Parlement libanais et aussi une milice terroriste, on peut dire, avec à sa tête donc Nasrallah qui a été tué donc il y a quelques jours. Donc vous voyez, à la Chambre des députés, 12 sur 128, 8 sur 24, donc c'est un parti politique aussi. Après, la Syrie. La Syrie demeure, disent-ils, la 35e province stratégique de l'Iran. Mais mon collègue, mon brillant collègue Bernard Fourcade, vous parlera de ça certainement. Mais je vous ai jeté ça, ça ne vous fait pas de mal. La Syrie, voilà. Et on voit, c'est ma dernière image, l'Iran, donc, fort en Irak, au Liban, en Syrie, en Afghanistan aussi, s'intéresser au Pakistan et au Yémen. Voilà. Et simplement, le problème, l'épine dans la pâte des chiites, c'est bien sûr l'opposition et les sunnites, qui est représentée en jaune. Donc vous avez les sunnites et en rose les iraniens. Mais il y a des sunnites partout, en Égypte, en Afrique du Nord, etc. Bonne soirée. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.